Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais comparer 5 actions du secteur des semi-conducteurs sur le plan purement financier et le but ça va être de voir laquelle est la meilleure et j'en ai sélectionné 4 qui sont très connues et une qui est moins connue mais qui m'a l'air très intéressante. Donc on va voir ce que ça donne et la première que j'ai sur ma liste c'est l'action Nvidia. Donc Nvidia dont on a beaucoup entendu parler sur les derniers mois parce que la demande pour leurs produits a beaucoup augmenté avec l'explosion de l'IA. Donc déjà là on remarque qu'elle a un market cap de plus de 1000 milliards, donc c'est une des plus grosses entreprises au monde aujourd'hui. On remarque aussi que les multiples de valorisation ont l'air très élevés. Donc on va aller regarder ça plus en détail. Alors pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, ça c'est les 6 critères quantitatifs que j'utilise pour déterminer si une entreprise est de qualité ou non. Et donc si elle m'intéresse, et donc si ça vaut le coup qu'il faut que j'aille faire une analyse plus approfondie et que j'améliore ma compréhension de l'entreprise. Et plus généralement, mon but avec la bourse, c'est de faire croître mon patrimoine le plus possible. Donc mes critères sont cohérents avec cette stratégie-là et pas une autre. Donc j'ai pas une stratégie orientée dividende par exemple, etc. Donc c'est parti, mon premier critère, c'est la croissance annuelle du chiffre d'affaires. Donc là on voit qu'elle est de 22% par an. Donc ça c'est très élevé, mais il me semble qu'il y a eu une explosion qui s'est faite d'un coup. Donc c'est ça, entre 2021 et 2022, leur chiffre d'affaires a vraiment explosé. Ensuite c'est resté stable sur 2023. Et même si on prend pas en compte cette énorme explosion du chiffre d'affaires, même auparavant, ils avaient quand même des bonnes croissances. Donc voilà, c'est une boîte qui est bien à ce niveau-là. Après, pour l'avenir, là, ce qui est compliqué, c'est est-ce que cette croissance va pouvoir se poursuivre ou est-ce qu'il va y avoir un petit retour à la moyenne avant de repartir sur leur tendance habituelle. Ça, c'est le genre de choses très compliquées à prédire, voire même impossible, parce que c'est une situation vraiment particulière. Mais en tout cas, personnellement, si je devais investir sur cette boîte, je ferais pas le pari que cette croissance-là va se poursuivre. Ça me paraîtrait trop risqué et je parierais plutôt sur un scénario avec un petit retour à la moyenne, puis un retour vers une croissance plus habituelle. Donc, en tout cas, c'est une boîte qui a globalement une bonne croissance du chiffre d'affaires, même si on prend à plus long terme. Ensuite, je regarde la croissance du free cash flow. Le free cash flow, c'est donc ce qui reste quand une entreprise a pris son revenu et a enlevé toutes ses dépenses. Et c'est avec ça qu'elle peut réinvestir sur elle-même, faire des acquisitions, rembourser sa dette, racheter ses propres actions et émettre un dividende. Donc c'est le montant qui nous intéresse le plus. Et on voit que cette croissance-là, cette fois-ci, elle est très faible, 5,53%. Donc c'est étonnant d'avoir une telle différence entre la croissance du free cash flow et celle du chiffre d'affaires. Donc on va aller regarder ce que ça donne au niveau de l'évolution. Donc par le passé, ils avaient une très très bonne croissance. Alors ils ont toujours eu une excellente croissance du free cash flow et il y a juste eu une grosse baisse en 2023. Donc là, je ne sais pas quelle est la raison. Il y a peut-être eu une grosse dépense ponctuelle. Le fait que ça ait autant baissé d'un coup, il doit y avoir une raison spécifique. Donc pour savoir à quoi c'est dû, il faudrait se plonger plus dans les détails de la boîte et regarder les rapports de cette année. D'ailleurs, si quelqu'un sait à quoi c'est dû, ce serait cool de le mettre en commentaire. Mais en tout cas, voilà, c'est une boîte qui a une très bonne croissance de son free cash flow. Et la croissance du free cash flow m'a l'air globalement même plus rapide que celle du chiffre d'affaires, ce qui sous-entendrait une amélioration de leur marge. Et donc on va vérifier ça. Et donc là j'ai la marge du free cash flow et c'est effectivement le cas. Donc depuis 2015, leur marge du free cash flow a beaucoup augmenté et on est monté à 20%, puis à 30%, avec un pic à 40% en 2020 et un petit retour vers les 30%. Et forcément une grosse baisse sur la dernière année, mais ça encore une fois, je pense qu'il y a une raison spécifique, ça m'étonne qu'il soit redescendu si bas. Donc globalement, augmentation des marges, donc croissance du free cash flow supérieure à la croissance du revenu, donc c'est bon signe. Ensuite je regarde le ROE pour savoir le retour sur investissement qu'ils arrivent à avoir sur l'argent qu'ils réinvestissent dans l'entreprise. Donc là, c'est un ROE à 28,8%, donc c'est un très bon ROE, typique des entreprises de qualité. Ensuite, je regarde la dette pour savoir si l'entreprise n'est pas en risque de faillite potentielle. Donc là, on voit que c'est pas du tout le cas, ils peuvent rembourser la totalité de leur dette en 3-4 mois de free cash flow. Donc ça, c'est excellent. Ensuite, je regarde l'évolution du nombre d'actions. Donc là, je veux surtout que ce soit pas une entreprise qui émette des nouvelles actions, puisque ça voudrait dire qu'ils diluent leurs actionnaires et que, au fur et à mesure qu'ils émettent des actions, la proportion de l'entreprise que chaque actionnaire possède diminue. Et émettre des actions, ça fait aussi croître le free cash flow par action plus lentement que le free cash flow. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le free cash flow par action. Donc là, on voit qu'il y a eu une augmentation du nombre d'actions de 0,28%
en 5 ans. Donc je considère que c'est négligeable. On peut aller regarder quand même l'évolution. Donc c'est ici. Et ouais, on voit que y a des petits mouvements, mais c'est globalement un nombre d'actions qui reste stable. Donc ça pour moi c'est bon. Et puis le dernier critère qu'on a déjà vu juste avant, c'est la marge du free cash flow. Donc pour être sûr que ce soit une entreprise qui se retrouve pas en perte ou à gagner zéro, au moins de problème. Donc là c'est une marge en moyenne de 28%. Donc c'est une excellente marge. Donc en conclusion pour Nvidia, boîte de très bonne qualité. Je pense qu'il y a un problème de valorisation. On peut regarder rapidement. On va juste regarder quelle croissance il faudrait que l'entreprise ait pour justifier le prix actuel. Et on va considérer, là pour le test, qu'on vise une performance juste de 10% par an, donc la performance historique d'un ETF S&P 500. Donc je vais tester, on va mettre un PI à 25, ce qui est quand même élevé. C'est un multiple typique de boîte de très bonne qualité, mais je me vois pas mettre 30 ou des montants plus élevés que ça. Ok, donc si on achète au prix actuel, c'est-à-dire à peu près 490$, pour faire 10% par an de performance seulement, donc la performance d'un ETF S&P 500 historiquement, ça veut dire qu'on considère qu'à partir d'aujourd'hui, Nvidia va avoir une croissance de son free cash flow par action de 19% par an sur les 10 prochaines années, en moyenne, et que dans 10 ans, elle sera à un multiple de valorisation de 25. Donc c'est possible, mais c'est un scénario qui donne aucune marge de sécurité, je pense. Donc je parierai pas sur un scénario comme ça. Donc voilà, boîte de très bonne qualité, mais sûrement trop cher en ce moment, en tout cas à mon avis. Ensuite, on va comparer ça avec INTC. Donc maintenant que j'ai rappelé un petit peu les bases de mes critères, on va aller un petit peu plus vite sur les boîtes suivantes. Donc Intel. D'ailleurs, pour info, j'en avais pas parlé, mais c'était une boîte que j'avais dans mon portefeuille à un moment donné. Et je suis sorti à peu près break-even. Et j'avais remplacé pour Booking, qui correspond plus à ce que je recherche. Et qui était à un prix intéressant à ce moment-là. Donc, et la raison principale pour laquelle j'ai vendu, c'est surtout le chiffre d'affaires. Donc on voit ici en moyenne aucune croissance. Mais c'est même pire que ça, c'est que le chiffre d'affaires a beaucoup baissé, et même si on prend là les derniers trimestres 2023, ça va aussi être une mauvaise année. Donc moi, une baisse de bénéfices ou une baisse de free cash flow ponctuelle, ça peut me convenir, il peut y avoir plein d'explications. Par contre, une baisse de revenus, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Donc la grosse baisse de revenus en 2022, et auparavant, c'était pas non plus des croissances de fou, en fait, c'est ça le problème. Quand je l'avais acheté, c'était surtout pour sa valorisation, je la trouvais pas chère, mais au fur et à mesure d'apprendre l'investissement, on apprend en général l'importance d'avoir des boîtes qui sont de qualité. Et voilà, je dis pas qu'Intel est une entreprise pourrie, mais en tout cas, elle correspond pas aux critères que je recherche. Et peut-être qu'ils vont réussir à se relever et à très bien croître à l'avenir. Mais encore une fois, comme tout à l'heure avec Nvidia, sur le scénario du revenu qui continue à croître au même rythme, là pareil, c'est vraiment un pari. Et en général, je préfère, et d'ailleurs ça vaut pas que en investissement, mais prendre une action qui est déjà sur une bonne tendance, qui est déjà dans une bonne situation, et ensuite regarder si à l'avenir on a plutôt des signes que cette tendance a pas de raison de s'arrêter, ou au contraire des signes évidents qui nous montrent que c'est une tendance qui est plutôt en essoufflement. Donc là, avec Intel, on n'est pas trop dans ce cas-là, on est sur une tendance un peu molle, et avec en plus une baisse en 2022-2023. Donc sur le revenu, c'est pas bon pour moi, là on est moins bien qu'Nvidia. Sur le free cash flow, ça va être la même affaire. Donc c'est pareil avec même une perte en 2022. Le ROE à 13,49%. Alors il est faussé à la baisse faussé. En tout cas, il était plus haut lors des années précédentes. Ils avaient un bon ROE entre 20 et 30%. Et forcément, avec une année de free cash flow dans le négatif, ça a fait baisser leur moyenne en dessous des 15%. Au niveau de la dette, on va aller voir en détail, vu qu'ils ont eu un free cash flow négatif, là, ça fausse un petit peu le truc. Donc, dette nette de 41 milliards. Et en free cash flow, si je regarde, la dernière année, c'est négatif, mais si je regarde les derniers trimestres, c'est encore négatif d'ailleurs en 2023. Donc, je pense que j'ai bien fait de sortir a priori. Donc avant leur dette elle était totalement gérable, mais maintenant qu'ils perdent pas mal d'argent, c'est plus la même affaire, mais tout dépend de comment ils arrivent à se reprendre et quand est-ce qu'ils arrivent à re-avoir un free cash flow positif. Enfin, pour l'instant, c'est pas un critère qui m'effraie, mais ça pourrait devenir un problème s'ils se redressent pas. Ensuite, l'évolution du nombre d'actions en baisse, donc ça c'est plutôt bien. On va regarder le détail. Hop, donc ils rachètent régulièrement des actions. Ok,
et les marges sont historiquement bonnes, mais avec 2 années de perte là. Donc Intel, globalement, je classerais pas ça comme une entreprise de qualité, et pour l'instant, je la mets numéro 2, avec Nvidia numéro 1, Intel numéro 2. Donc on passe à la suivante, qui est AMD. AMD, hop. Alors là, c'est encore un profil différent, apparemment. Donc on a une très bonne croissance du chiffre d'affaires, en effet même croissance explosive. Mais là, on est un peu dans un cas similaire à Nvidia, c'est que la croissance, elle est tellement soudaine, et j'ai du mal à croire que ça continue sur ce rythme pendant longtemps. Donc là, c'est un cas qui est difficile à prévoir, mais en tout cas, on peut dire que niveau croissance, c'est une bonne boîte. Ensuite, niveau free cash flow, donc ils doivent être en perte. Ok, donc ils ont commencé à avoir un free cash flow en 2019. Et encore une fois, là, c'est difficile de savoir. Est-ce que ça va stagner puis repartir à la hausse? Est-ce que ça va baisser puis repartir à la hausse? Ça me paraît impossible à prévoir. Le ROE est en dessous des 15%, mais c'est parce qu'il y a eu des années où ils avaient ils avaient un free cash flow négatif. D'ailleurs, ce ROE-là est calculé avec le free cash flow et pas avec le net income. Et donc forcément, les années avec un free cash flow négatif, ça baisse la moyenne. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils en ont un bon. Au niveau de la dette, ils n'ont pas l'air d'avoir de problème de dette. Donc ouais, ils ont plus de cash que de dette, une dette totale de 3 milliards et du cash de 3 milliards 5, donc ça fait un excédent de 700 millions. Donc pas de lézard à ce niveau-là. Alors là, par contre, un point qui a l'air très négatif, c'est l'évolution du nombre d'actions, et plus 50% en 5 ans. Là, par contre, c'est énorme comme dilution. Et ouais, ça pour moi, c'est quelque chose qui me freinerait beaucoup pour investir, parce que c'est vraiment une grosse dilution. Donc ça a un gros impact négatif sur les performances. Et au niveau de la marge du free cash flow, c'est 8,6% en moyenne, mais vu qu'ils ont eu des années, enfin la plupart de leurs années en négatif, et qu'ils sont rentables depuis peu, ça a dû bien changer. Et donc ces dernières années, ils ont eu des marges de 8%, 20%, 13%. Donc en conclusion, pour AMD, le problème, c'est que c'est une entreprise qui est rentable depuis très peu longtemps, et avec des revenus qui ont explosé d'un coup, puis qui stagnent. C'est la première fois qu'ils ont du free cash flow, donc c'est assez dur, si on ne connaît pas la boîte en détail, de se faire vraiment un avis précis. En tout cas, niveau qualité, je la mettrai, c'est sûr, en dessous de Nvidia. Je laisse toujours Nvidia numéro 1. Et par rapport à Intel, c'est dur à dire parce que même la profitabilité, vu que ça fait tellement pas longtemps, il y a toujours un risque que l'année prochaine ou dans 2 ans, ils se remettent à perdre de l'argent. Il y a quand même beaucoup de dilution, donc c'est dur de départager, je trouve, Intel et AMD, en tout cas au niveau purement financier. Après, il peut y avoir des facteurs qualitatifs qui permettent de les départager. Mais voilà, niveau quantitatif, c'est des profils très différents, mais je saurais pas tellement dire laquelle est la meilleure. Ensuite, on va passer à ASML, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo. Donc là, encore un profil très différent. Donc croissance du chiffre d'affaires, 18% par an. Et là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus le genre d'action que je recherche, puisque ça a l'air très prévisible. Il n'y a pas une énorme explosion. C'est une belle croissance continue depuis des années. 20%, 8%, 18%, 33%, 13%. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, croissance annuelle du free cash flow, ça a l'air encore mieux. Alors là, c'est un peu plus en dents de scie. Peut-être que le net income donne une vision un peu plus lisse dans ce cas-là. Et c'est des bonnes croissances aussi. Ça est moins régulier que le revenu, mais c'est quand même bien. Ensuite, le ROE, il est excellent. 45% en moyenne sur les 5 dernières années. La dette, elle est inexistante. L'évolution du nombre d'actions en baisse. Donc, c'est parfait. Une légère baisse continue. Et la marge, elle est excellente. Donc, ASML, cette fois-ci, c'est une boîte sur laquelle il n'y a absolument rien à dire. Donc je la mets maintenant numéro 1. Donc numéro 1 ASML, numéro 2 Nvidia, et ensuite je dirais ex-aequo à peu près AMD et Intel. Et d'ailleurs ASML, c'est la seule des 4 que j'ai sur ma watchlist. Alors ensuite, pour la 5e, on va regarder une qui est moins connue, qui s'appelle Cadence Design System. Et ça a l'air pas mal. Donc la croissance du chiffre d'affaires, 13%. Au niveau de ce qu'ils font, je ne connais pas en détail le secteur des semi-conducteurs, mais il me semble que eux, c'est des logiciels qui permettent
qui permettent de créer les processeurs, etc. Donc par nature, si c'est du software, on pourrait s'attendre à ce que ce soit une boîte qui ait des caractéristiques financières qui soient supérieures à la moyenne. Donc on va regarder croissance du chiffre d'affaires, donc 13% par an. Donc encore une fois une très belle courbe, un peu à la ASML, donc c'est ce que je recherche. Donc des croissances pas si fortes en 2014, 15, 16. En dessous de 10%, 15%, 11%, 20%. Donc il y a une accélération depuis 2020, mais c'est un peu le cas, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entreprises et surtout dans le secteur des semi-conducteurs, sauf Intel. Par contre, j'avais vu que la boîte elle était à des multiples de valorisation qui, je crois, étaient énormes et je trouve ça pas tellement justifié, en tout cas en voyant la croissance du chiffre d'affaires qu'ils ont. Je regardais vite fait juste les multiples. Et en effet, on est un peu dans le style de Nvidia, quand même 20 fois les ventes. 20 fois les ventes, c'est vraiment beaucoup. Et on est à 60 fois le free cash flow. Donc ça fait cher. Et je trouve en tout cas que la croissance du chiffre d'affaires, même si elle est satisfaisante, elle justifie pas de tels multiples. Ensuite, croissance du free cash flow, ça a l'air mieux, 22% par an. Donc là, c'est des meilleures croissances, donc ils ont dû améliorer leurs marges. Hop, on regarde du coup les marges. Et effectivement, ils ont fait que améliorer leurs marges, donc ça c'est très très bien. Ils sont maintenant à des marges à peu près à 30%. Ensuite le ROE, il est très très bon. 37% de ROE, c'est un très bon ROE. La dette, il n'y en a pas. Pareil, ils ont un excédent de cash comme ASML, donc 600 millions de dettes au total pour presque 1 milliard de cash, donc il y a un excédent, une dette nette de moins 300 millions. Évolution du nombre d'actions, une légère baisse. Je crois que c'est une boîte qui est un petit peu plus petite, donc ils sont sûrement plus focus sur la croissance. Ils doivent moins faire de rachat d'actions. En tout cas, ils en font un petit peu depuis 2016, donc très bien. Et au niveau des marges, on vient de le voir, c'est des excellentes marges, d'à peu près 30%. Donc là, j'hésite. Est-ce que je mets numéro 1 ASML ou est-ce que je mets numéro 1 Cadence Design System? C'est dur à départager. Niveau valorisation, je pense que aujourd'hui, si je devais plutôt faire un classement d'investissement, je pense que je mettrais ASML numéro 1, Cadence numéro 2, mais si je devais classer vraiment les entreprises en elles-mêmes au niveau de leur qualité, en tout cas d'un point de vue purement quantitatif, je mettrais, je pense, Cadence Design System et ASML à peu près égalité, suivi d'NVIDIA, suivi d'Intel et AMD. Et évidemment, c'est que mon avis, et je suis curieux de savoir le vôtre en commentaire si vous avez d'autres avis. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui connaissent très bien certaines de ces boîtes, je suis curieux que vous me donniez un petit peu vos analyses. Et puis si vous voulez être tenu au courant du lancement de ce site qui permet de gagner du temps dans ses analyses d'action, en pouvant voir rapidement si une entreprise est de qualité ou non, avec aussi la possibilité de valoriser l'action pour ne pas la payer trop cher, et puis aussi avec la possibilité de regarder toutes les métriques possibles et imaginables, donc revenus, bénéfices, free cash flow, marge, etc. Et puis les taux de croissance pour chaque. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour être prévenu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!